bonsoir. Après des semaines de tensions et de négociations intenses à Londres, Washington et Pékin annoncent enfin un accord de principe sur un cadre pour apaiser leurs différends commerciaux. Cette trêve que le président Trump a vite qualifiée de fête intervient après des mois de restrictions mutuelles et de préoccupations autour de l'approvisionnement en terres rares, un enjeu stratégique majeur, notamment pour l'industrie de défense américaine. Une conversation téléphonique entre les présidents Trump et Xi Jinping la semaine dernière avait déjà tenté d'apaiser les esprits. Mais cette entente était la fin des hostilités ou un simple répit précaire? Pékin, quant à elle, semble adopter une stratégie d'usure, exploitant sa mainmise, notamment sur les minerais critiques comme les terres rares, et privilégiant ainsi des négociations prolongées pour consolider sa position sans adresser les différends de fond. En réalité, les tarifs douaniers demeurent historiquement hauts et les restrictions, notamment sur les terres rares, pèsent. La Chine exige des données sensibles pour ses exportations vitales, soulevant des enjeux de propriété intellectuelle. De leur côté, les Américains maintiennent leur contrôle sur les technologies de pointe, cherchant à contenir l'avancée chinoise, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Loin d'une résolution durable, cette dynamique complexe continue de remodeler l'économie mondiale, d'autant plus que la question de la dette américaine pèse lourdement, elle aussi, sur la scène économique internationale. Un sujet au cœur de notre débat ce soir en compagnie de nos invités, deux experts d'ailleurs. Le premier expert en intelligence stratégique et économique, Oussama Ouassini. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour l'invitation et Hachem Broka. Alina Ouelik, merci beaucoup. Avec nous aussi un autre expert, notamment des questions chinoises, mais pas que. Il est professeur à la South Europe College. Ben Chekroun Si Mohamed, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter de répondre à nos questions. Le président Trump a donc tweeté hier, ou en tout cas a écrit en majuscule hier, que le deal, ou en tout cas la transaction avec la Chine était faite, done. Est-ce une réelle désescalade, messieurs, ou juste un statu quo qui reste précaire? Oussama Ouassini. Pour moi, je dirais, madame, c'est branle-bas de combat. Comme dirait Lucky Luke. Oui. Oh, Jolly Jumper. Doucement, on se calme. Ah. Pour moi, la raison de tout ceci, ça rentre dans une stratégie un peu plus globale. Effectivement, on va faire une approche long terme et très court terme. Long terme, je vais vous donner deux chiffres. Le PIB mondial, en 2010, c'était dans les 65 000 milliards de dollars. En 2030, c'est le FMI qui parle. En 2030, c'est dans les 130 000 milliards de dollars. On dit en moins de 20 ans, ça va doubler. De 65 à 130 000. Et sur ces 130 000, plus de 50% proviendra de ce que vous avez dit tout à l'heure, de l'IA. Donc, au monde, on est d'accord sur la recette du gâteau. Comment il va être constitué. Maintenant, la question... Par qui du coup, la part du gâteau des 65 milliards en 2030 du PIB mondial, il va la diviser. On qui va prendre connaît déjà un peu non, il y a trois pays qui se battent. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Ah, la Russie, on n'en entend pas autant parler que les deux géants. Pourquoi? Chinois Je vais vous dire et très simple. Pourquoi? Parce que la Chine, la Russie, détient plus de 70% des réserves des terres rares qui n'ont pas encore été exploitées. Il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de terres rares, ils existent, mais ils ne sont pas encore transformés. Donc les seuls terrains rares qui sont transformés, c'est ceux qu'ils apprêtent aux Chinois. Alors les téléspectateurs qui ne sont pas très connaisseurs de questions technologiques, qu'est-ce qu'a à voir cette question des terres rares avec l'intelligence artificielle, Oussama Ouassini? Très simple, prenons le lithium. Oui. La base pour les batteries. On appelle ça une terre rare, mais elle existe partout. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez d'usines pour l'exploiter. Surtout en Europe, aux États-Unis, etc., comme la transformation, c'est très très sale. Donc les Chinois font cette transformation. Alors que parce qu'ils n'ont pas de restrictions environnementales. Alors que le lithium existe partout. Alors, pour pouvoir se positionner sur 2030 et avoir cette capacité pour avoir la plus grosse part du gâteau, il faut que je négocie. Est-ce que Pékin, oui,
clairement, Oui. est-ce que vous pensez que Pékin, à travers ce deal Oui. qu'ils ont signé avec les Américains, est-ce qu'ils ont plié? Non. Est-ce qu'ils se sont un peu, finalement, adaptés au jeu, voire les pressions des Américains? Non, parce que n'oubliez pas une chose, que les Américains aussi essaient de tirer les Russes vers leur côté, pour qu'ils se retournent contre les Chinois. C'est ça, le gâteau se joue entre ces trois pays. Très bien. Et en plus, sachant aussi les droits de douane, pourquoi? Il y a des dates butoirs. Fin 2025, il y a 10 000 milliards de dollars à rembourser. La fameuse dette américaine. Et fin juillet, plus de 50%, 60% d'être payés. Alors, si je rajoute la dette de la France et la dette de l'Angleterre, si je prends ces trois pays, ils vont consommer plus de 60% de l'épargne mondiale. Donc il faut que je me positionne pour attirer les richards pour qu'ils m'achètent ma dette. Oui. Alors, Pékin semble privilégier les négociations prolongées. Est-ce une signature chinoise, Mohamed Meshkroun? Alors, dans un premier temps, il faut rappeler que la dette américaine ne sera pas remboursée par des tarifs douaniers. Je pense que ce qui se passe actuellement, en termes de pourparlers entre les deux délégations américaines et chinoises, c'est une question de domination commerciale. Il faut savoir que Donald Trump son background, c'est que c'est un homme d'affaires. Et donc, sa boussole diplomatique, c'est par la transaction. Et pour lui, il est insupportable de voir un pays, son pays, soit déficitaire dans son rapport commercial avec la Chine. D'autant plus qu'il considère que c'est grâce aux Américains que la Chine a pu intégrer l'OMC, que la Chine a pu connaître l'émergence et maintenant le développement et la puissance. Donc, il n'est pas à sa première tentative de vouloir rompre ces relations ou de créer un conflit commercial. Mais il y a un grand gap entre la volonté et la capacité. Souvent, lorsqu'il augmente les tarifs douaniers ou lorsqu'il émet des souhaits de restrictions, il se confronte à la réalité économique. C'est que les économies américaines et chinoises sont embriguées. Ils sont interdépendantes. Ils sont tellement embrigués que finalement, créer une tension, cela aurait des répercussions néfastes en termes d'inflation, en termes de chômage, et en termes aussi de pouvoir d'achat qui serait compressé par la classe moyenne qui est le fief électoral de Donald Trump. Il y a une grosse classe moyenne aussi en Chine. Bien évidemment. Et l'économie chinoise reste très dépendante des exportations. Donc si les deux économies sont imbriquées, l'une a besoin de l'autre, l'une a autant besoin de l'autre et vice-versa. Non. Pourquoi donc le marché américain représente 15% du total des exportations chinoises. Ce qui veut dire que en volume? En volume, bien sûr, en volume. En valeur? En valeur et en volume, en tout cas. Les deux, 15%? Bien sûr, 15% en termes de volume. Maintenant, et pour l'Amérique, le marché chinois ne représente que 7%. Ce qui veut dire que les leviers d'intimidation diplomatique, pour les Américains, c'est son marché qui reste important pour l'export chinois, et le levier d'intimidation chinoise, ce sont les terres rares, et ce sont ces produits chinois qui se vendent en masse et qui représentent une valeur ajoutée en termes d'agrandissement du pouvoir d'achat. Donc, in fine, je pense que cette solution ou cette entente enfin trouvée n'est qu'une série qui se répète, parce que ça a été fait lors du premier mandat de Trump, c'est lui qui a enclenché la guerre commerciale, et vers la fin de son mandat, il s'est retrouvé dans une situation de trouver une solution avec son partenaire, et là, c'est la même histoire qui se répète. Il faut aussi dire qu'il y a une continuité pendant le mandat Biden, notamment sur les produits de haute technologie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste républicain. Entre Biden, c'était avant tout une guerre technologique. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est Mohamed Meshkroun. Alors qu'avec Trump, c'est qu'il veut effectivement... et technologique. Non, c'est qu'il veut substituer la Chine par d'autres partenaires comme le partenaire indien ou vietnamien, mais qu'il a du mal à trouver un remplaçant. C'est ça. Bien sûr, Oussama Wassini, vous pouvez répondre. On va partir d'un chiffre très simple. Vous êtes d'accord avec moi que le déficit américain, c'est 1 000 milliards de dollars. En avant, j'ai essayé de trouver la répartition. La fameuse Pareto, 20% des pays représentent 80% de la dette.
La Chine, c'est approximativement dans les 300 milliards. Le Mexique, 172 milliards. Vietnam, 123 milliards. L'Irlande, ça fait penser aux GAFAM, qu'ils ont créé 86 000 milliards de dollars. Le Canada, 64 milliards de dollars. Le Japon, 63 milliards de dollars. Lorsqu'on regarde ces pays, avec les droits de douane, il a réglé le problème. Si tu prends le Vietnam, le Mexique et le Canada, une grande partie, plus de 50% de son déficit est réglé. Pourquoi? Il faut comprendre derrière ce déficit des droits de douane, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a une stratégie. La stratégie suivante, c'est de pouvoir réindustrialiser les USA. Pourquoi? Ils auraient pu se contenter de garder. Il a raison pour deux raisons. C'est parce que le dollar est de moins en moins demandé. Donc pour pouvoir demander le dollar, il faut avoir les raisons. Les raisons, avant, c'était que la majorité des matières premières étaient vendues en dollars. Maintenant, juste au pétrole, plus de 50% du pétrole n'est plus vendu en dollars. Donc, pour pouvoir créer un petit besoin de dollars, effectivement, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas suffisant. Mais ça va pouvoir rapporter dans les 400-500 milliards de dollars. Plus les économies qu'ils ont fait, etc. Et pourquoi n'a-t-il pas gardé les 125%? Le tarif douanier. C'est stupide. Ça, c'est juste une règle de jeu. Ça, c'est juste pour pouvoir. Écoute, déjà, les droits de douane, plus de 50%, vous n'arriverez jamais à exporter. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne pourrez jamais avoir plus de 50% de marge brute sur un produit, de bénéfice. C'est stupide. Si la Chine, encore une fois, est-ce que vous pensez que les contrôles américains, notamment sur les... Parce qu'on revient toujours au même point, parce qu'il y a ces tarifs douaniers, mais derrière, il y a aussi une guerre monétaire et technologique. Oui, oui, c'est le gâteau. En parlant de monétaire, aujourd'hui, le dollar a baissé, ce qui est une bonne nouvelle pour les exportations américaines. Donc c'est en réaction à l'annonce hier par Donald Trump de cette trêve. Mais est-ce que vous pensez que les contrôles américains, notamment sur les exportations de technologies de pointe, je parle ici des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont réellement efficaces pour freiner l'avancée chinoise? Ah oui. Comment? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le PIB mondial en 2030, c'est 65 000 milliards de dollars. Mais est-ce que ça ne risque pas d'accélérer aussi l'autonomie chinoise en matière technologique? Oui, mais le problème aussi, écoute, vous êtes d'accord avec moi, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Et lorsque j'attaque, par exemple, les Chinois, ils ont un grand inconvénient, c'est le renminbi, leur monnaie. Et vous savez très bien que le renminbi, il est demandé, ils ont deux renminbis, le renminbi local entre eux et le renminbi qu'ils utilisent au niveau des transactions internationales. Et je vais vous donner un très très simple. Actuellement, plus de 60% des transactions mondiales se font toujours en dollars. Effectivement, le renminbi, il est passé de 4% à 8%. Et vous écoutez, j'étais le premier à parler de la dévalorisation en 2017. J'avais écrit un article et j'étais très content. J'étais très content. Mais le problème, c'est qu'entre le peso argentin et le dollar, j'aurais vite choisi. Et si demain, en plus, au niveau des Européens, entre eux, tu utilises encore plus de dollars, c'est ça. Là, il faut sauver le soldat dollar. Oui, mais bon, vous n'êtes pas très d'accord, Mohamed Ben Chekroun, je vous laisse répondre avant de poser la prochaine question. Oui, en fait, je ne vois pas le lien entre cette tension commerciale qui porte des sous-jacents d'ordre politique et économique. Je pense que la première préoccupation dans cette tension-là, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la volonté de Donald Trump de réindustrialiser son pays et d'asseoir une souveraineté industrielle. Et je pense que cette tension-là pourrait effectivement nous amener à cette solution. Maintenant, par contre, je ne vois pas le lien entre les tensions commerciales et la guerre de l'IA. La guerre de l'IA se trouve dans la recherche et développement, se trouve dans les universités. Et je pense que dans ce domaine-là, cette question n'est pas au centre des discussions, mis à part le fait... Dans les analyses, si. En préparant cette émission, il y a aujourd'hui une réelle crainte des industriels, notamment américains, occidentaux de manière générale, sur la position de la Chine vis-à-vis de ces technologies-là, et notamment de profiter, si vous permettez que je finisse, s'il vous plaît, les technologies... oui, c'était pour compléter ce que vous disiez. Donc, les industriels américains sont aujourd'hui craintifs par rapport à leur technologie, à la propriété intellectuelle qui risque d'être braquée, excusez l'expression, par les Chinois. Ce ne serait pas une première. Cette crainte-là, elle est réelle, elle est au centre des préoccupations de l'administration américaine, mais ce n'est pas le sujet des discussions qui étaient tenues à Londres.
Ce qui était par rapport à Londres, on n'en sait pas grand-chose. C'est d'abord le rapport commercial. C'est ce qu'on a annoncé. Hein. Même l'entente, on ne connaît pas les détails des détails. Si je peux juste terminer. Donc, ce qui était au centre des discussions, c'est la reprise des rapports commerciaux et le réajustement des tarifs douaniers sur des marchandises. Maintenant, la seule question liée à l'université, c'était l'acceptation du retour de l'acceptation des étudiants chinois dans les universités américaines, qui était aussi une des préoccupations pour Pékin, parce que ça reste une destination privilégiée pour les étudiants chinois, et donc pour accroître leurs connaissances et la redistribuer en Chine en cas de rapatriation. Mais pour la question de l'IA, je trouve que c'est un autre volet qui a été enclenché par Biden et qui est une crainte réelle, mais je ne pense pas que ce soit l'augmentation ou la diminution des tarifs douaniers, cela stopperait l'ambition chinoise d'être leader mondial dans l'IA et dans la technologie. Simplement cela. Oui, voilà. Mais sans les microprocesseurs, vous en conviendrez, ça va être compliqué. Bien évidemment. Oussama Ouassini, juste une petite question par rapport à l'impact de ces tensions commerciales. Revenons aux tensions commerciales. Est-ce qu'elles ont aujourd'hui réellement, de manière très objective, un impact d'abord sur la compétitivité des entreprises, vous en avez brièvement parlé tout à l'heure, et sur le consommateur, notamment américain, et nous autres consommateurs dans le reste du monde? Au niveau compétitivité, on va prendre un cas très simple pour pouvoir montrer. Prenons deux fabricants de stylos. Un qui fabrique aux États-Unis et un Américain qui les importe du Vietnam. Parfait. L'Américain vend le stylo sur les rayons des supermarchés à $1,2 ou $1,3. Parfait. Le stylo qui arrive de Vietnam, il est payé à $1. Maintenant, je mets les droits de douane à 30 à 40%. Donc celui qui venait à $1, il doit le vendre au minimum $1,4, $1,5, sachant que sa marge brute de bénéfice, elle est minime. Il ne pourra pas la baisser. Donc il va se retrouver à avoir un stylo qui est vendu aux États-Unis plus cher que celui qui est fabriqué. Supposons que l'entreprise américaine vendait 500 000 stylos par an. Donc moi, en allant au supermarché, trouvant le stylo américain moins cher de 20 centimes par mois, je vais pouvoir acheter. Donc demain, je peux ensuite en fabriquer 1 million, 2 millions, 3 millions, et petit à petit, détruire. Il y a ce cas-là. Il y a aussi le cas de carrément des entreprises qui ne produisent plus aux États-Unis, comme l'iPhone. En Irlande, donc il y a $200, on va dire 10 000 $, il y a les $200 de recherche et développement, de marketing qui revient à l'entreprise qui se trouve à Silicon Valley, $200. Il est fabriqué en Chine à $100. Celui-ci le vend à une société tampon en Irlande à $700, qui revend à la société américaine à $1 000. Donc la marge brute chez les Américains est à peine de $200-300. Donc en termes d'impôts, les Américains ne touchent que les impôts sur $200, alors qu'il y a $700 qui sont restés. Oui, c'est le débat perpétuel sur les GAFAM. Bon, d'accord. C'est une autre. Non. Donc quelque part, lorsque je leur mets des droits de douane à 50%, donc Apple a deux façons. Soit d'augmenter le prix, à ce moment-là, elle va commencer à perdre de marché. Sinon, elle va se dire, je vais gratter sur ma marge de $700 et les donner à l'État et de garder. Et de petit à petit, les pousser. Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez parlé de l'Inde, l'Inde fait partie des pays. Et lorsqu'ils ont proposé aux Indiens de pouvoir fabriquer les Apple, les téléphones en Inde au lieu des Chine, c'est aussi une guerre. Et notamment avec deux voisins qui sont amis et ennemis. Ça dépend du jour. Toujours le gâteau. Oui. Et maintenant, tous les moyens sont bons. Donc, tous les moyens sont bons. Mohamed Ben Chekroun, nous sommes en train aujourd'hui de voir que la Chine tente de son côté aussi de mettre la pression et de s'affirmer plus qu'avant. C'est une nouvelle posture chinoise depuis un peu plus d'une décennie maintenant. Est-ce que cela ne cache-t-il pas aussi un essoufflement de la demande intérieure et donc aussi de l'économie chinoise ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, par rapport à la posture géopolitique chinoise. Incontestablement, c'est qu'il y a une corrélation entre l'émergence graduelle de l'économie chinoise et aussi l'acquisition de la technologie, et qui effectivement impose la Chine à avoir une posture géopolitique beaucoup plus affirmée, en défendant ses intérêts, mais toujours avec une singularité chinoise, à savoir on ne s'ingère pas dans les affaires étrangères, mais avec une approche gagnant économiquement
et commercialement. Les nouvelles routes de la soie qui ont été initiées en 2014 ont été les précurseurs de la nouvelle ambition géoéconomique chinoise qui était de s'affirmer et de s'imposer économiquement dans le monde, et cela pour maintenir son développement intérieur et s'acheminer vers, à 2049, d'être la première puissance économique, commerciale au monde. Maintenant, par rapport à la demande intérieure chinoise et par rapport à son marché de consommation, ça a débuté en 2014 lorsque le président Xi Jinping a voulu effectivement augmenter le coût de la main-d'œuvre et d'avoir une classe moyenne beaucoup plus élargie, qui est maintenant constituée de plus de 500 millions de personnes, avec un PIB par habitant qui avoisine les 15 000 $ par an. Et cela permettrait d'être moins dépendant de la demande extérieure et d'avoir un rééquilibrage. Donc l'ambition est d'avoir un système de compensation en se basant en maintenant son hégémonie commerciale dans le monde, mais aussi en favorisant une classe moyenne beaucoup plus élargie, avec un système de loisirs, de divertissement et de nous acheminer vers un État social et un État où le bien-être et la consommation se généraliseraient sur les 1,4 milliard de personnes. Oui, mais quand on voit les scandales à répétition, notamment immobiliers, avec tout ce que cela comporte aussi comme risque sur le système bancaire chinois, il y a des questions à se poser sur la demande. Bien sûr. Votre question, c'est par rapport au système immobilier. Alors, la société Evergrande... Quand on parle de consommation, je pense que les biens durables se positionnent en première position bien avant ce qu'on consomme au quotidien. Je crois que vous le savez, j'ai vécu en Chine, j'étais professeur là-bas, et lorsque j'ai côtoyé les Chinois, leur première préoccupation, leur premier souci, le premier besoin difficile à accéder, c'était le logement, lié effectivement à l'implosion des prix, à son inflation. Et cela, ça s'est doublement alourdi pour les Chinois lorsqu'il y a eu cette crise immobilière qui a été dévastatrice. Mais maintenant, la Chine essaie de trouver des solutions compensatoires pour maintenir le prix et aller vers l'avant. Mais en tout état de cause, d'un point de vue en termes de philosophie politique, c'est ça, c'est qu'on veut élargir la classe moyenne du mieux qu'on peut pour avoir un système de compensation avec la demande extérieure. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'il faut comprendre une chose. Au niveau immobilier, franchement, Khadija, ce n'est pas un gros problème. La crise immobilière en Chine, je crois qu'elle est même en train d'être s'estomper. En faisant des injections, dernièrement, ils viennent d'injecter 1000 milliards. 1000 milliards cette semaine. Voilà, bon, ça, c'est pas méchant. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que cette région, le triangulaire, Russie, Pékin, Moscou, Inde, c'est plus de 50% de la population mondiale. Tout à fait. Et 50%, plus de 50% du PIB mondial. La Chine, c'est plus du tiers de la production mondiale des biens d'équipement et des biens en général. Donc, ils se trouvent dans une région, ils sont capables de pouvoir vendre. Alors que, démographiquement, en Europe ou dans le reste du monde, ça s'éteint. Revenons aux 130 000 milliards de dollars du PIB de 2030. Tout ce que nous voyons à la télévision actuellement et tous les débats, c'est que des positionnements stratégiques de pouvoir être sûr d'avoir la plus grosse part du gâteau. De l'IA. Dont l'IA, bien sûr, parce que 50% du PIB viendra de l'IA. Et j'irai même plus loin, je vais vous dire une chose. Pour moi, les Chinois et les Américains, j'irai même encore plus fond de ma pensée. Lorsqu'ils récupéreront l'industrie, ils pourront faire passer l'industrie à la 5e révolution, 6e révolution, en faisant travailler directement des robots. Alors, ils ne peuvent pas le faire actuellement tant qu'ils n'auront pas pris la maîtrise de la production, du processus de fabrication. Eux, c'est juste un moyen de pouvoir plus tard suiter sur de... Voilà. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Oussama Wassini. Merci à vous aussi, Ismail Bouchkroun. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.